Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Mélanie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ma proposition de participer au podcast Un monde vivant. On s'est rencontrés il y a bien 1 an et demi, voire 2 ans maintenant, dans un verre organisé en soirée par la coach Ziva Bellel. C'était une rencontre organisée de plusieurs personnes, on se connaissait pas et on a bien sympathisé à ce moment-là. On s'est trouvé des connivences psychologiques, philosophiques, de pensée. À l'époque, c'était à Paris. Toi, tu vis à Rennes et on est à Rennes aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Et j'avais en tête déjà que j'allais lancer ce podcast. Et j'avais aussi en tête que ton chemin singulier, on va le découvrir, était hyper inspirant et une porte de curiosité merveilleuse en fait pour les personnes qui vont aujourd'hui le découvrir. Et voilà ce que je peux dire déjà. Bonjour Mélanie. Bonjour Sarah. Comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, je te remercie et merci de cette proposition de pouvoir échanger avec toi et parler de ces sujets ensemble. Je suis ravie, donc très à ton écoute et ravie. Super, je vais être très à son écoute aussi. On va faire un peu de suspense pour les auditeurs, mais on va le dévoiler, on va dévoiler l'objet de cet épisode très vite. Déjà, j'aimerais te poser comme première question, Mélanie, comment tu te présentes toi aujourd'hui dans ta vie ? Comment tu aimes te présenter ? Comment j'aime me présenter ? Alors ça dépend auprès de qui. Dans la vie professionnelle, je suis coach professionnel pour les managers, les dirigeants d'organisations, d'entreprises. Je suis aussi formatrice en management. Pour la vie privée, je suis une maman de 2 ados, mariée avec un super conjoint que j'aime beaucoup et une vie de famille qui se déroule à Rennes, où on est aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je suis plurielle, j'ai l'impression d'être plusieurs femmes à la fois, mais en tout cas, je pense que c'est globalement comme ça que je me présente. Merveilleux. Aujourd'hui, on va parler, et je vais le découvrir en même temps que les auditeurs, de ton parcours au niveau d'une problématique de santé que tu as vécue les dernières années, tu vas nous dire quand, et notamment de l'annonce d'un cancer du sein et de ton chemin de guérison vers finalement qui tu es aujourd'hui. Plein, j'imagine, d'apprentissage et de transformation en route. Donc on va commencer déjà et directement. Comment s'est passée l'annonce de ce cancer ? C'était il y a combien de temps ? Et quelle femme étais-tu à ce moment-là ? Alors l'annonce remonte à 4 ans précisément. J'étais une femme active, très motivée par mon métier, par une envie aussi d'exprimer des choses professionnelles peut-être différentes de ce que j'avais vécu jusque-là. J'avais dans un coin de ma tête notamment l'envie de peut-être monter ma boîte, quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, pour différentes raisons et surtout pour une envie de vivre de mes propres ailes et surtout d'exprimer des choses différentes. J'arrivais à un moment de ma vie pro où il fallait sans doute bouger quelque chose. Et ce qui est assez étonnant, et je me dis qu'il n'y a peut-être pas de calendrier évident, mais en tout cas il s'est passé quelque chose de particulier. Une semaine où je m'étais préparée à aller voir mon boss pour lui demander de quelle manière on pouvait peut-être se séparer et parler très clairement de rupture conventionnelle. Cette même semaine-là, je fais une mammographie. Et cette mammographie met en perspective en fait qu'il y avait quelque chose de suspect, avec une biopsie, tout un parcours derrière qui va identifier que il y avait quelque chose de pas clair sur cette mammographie, qu'il y avait un cancer du sein, qu'il y aurait un cancer du sein. Donc ce que j'ai appris quelques jours plus tard, des jours plus tard après ces résultats. Et donc là, pour le coup, il se passe quelque chose d'assez vertigineux parce qu'une annonce d'un cancer du sein, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je fais juste une parenthèse sur ça, mais tu étais jeune, enfin tu es jeune d'ailleurs toujours, et on Merci. est toujours d'ailleurs. Merci. C'est un autre sujet. J'avais 41 ans. T'avais 41 ans, qu'est-ce qui fait qu'à 41 ans tu fais une mammographie de connaissance ? C'est plus âgé qu'on commence les... Alors je fais une mammographie à 41 ans parce que j'ai des antécédents familiaux. J'ai perdu ma maman quelques années plus tôt. Il y a des cas en fait dans ma famille et donc on indique qu'au niveau génétique, quand on multiplie les cas ou les risques, il faut se faire surveiller. Alors je me faisais déjà surveiller, je faisais des échographies chaque année, mais là c'était la première mammographie. J'avais l'ordonnance depuis 6 mois, j'ai pris rendez-vous, ça est tombé à ce moment-là et puis j'avais 41 ans, première mammographie et donc on identifie quelque chose de suspect encore une fois. Donc, c'était le point de départ. S'ensuit quelque part déjà un choc parce que quand on apprend ça secoue et finalement en fait une
l'annonce très vertigineuse, je l'ai déjà dit, mais quelque part aussi comme finalement quelque chose qui me dit qu'il faut peut-être faire différemment. Il y a peut-être quelque chose dans ma vie qui s'invite et qui va faire que peut-être qu'il faut revoir les fondamentaux. Les choses sont pas à leur place, où je prends ce cancer en fait comme quelque chose qui se passe dans ma vie et qui me dit que les choses doivent changer. Tu le fais vite, ça? C'est-à-dire, c'est rapidement, t'as cette... Honnêtement, aussitôt. Ok. J'entends ce cancer et je me dis concrètement, qu'est-ce que ce, vulgairement, putain de cancer vient me dire dans ma vie, en fait, à 41 ans? Qu'est-ce que ça vient me raconter? Qu'est-ce que ce truc vient s'inviter dans ma vie? Aussitôt, je me le dis, je pense. Quand tu reçois l'annonce de ce cancer, comment le personnel soignant qui te l'annonce en prend soin? Est-ce que tu te sens déjà prise en soin et en écoute? Et surtout aussi, comment se passe l'annonce à tes proches, à tes enfants, à ton conjoint? Alors, on me l'a annoncé avec beaucoup de psychologie, beaucoup d'empathie. C'est ma gynécologue qui me l'a annoncé. Je savais qu'elle allait m'annoncer ça puisqu'elle me demandait de venir la voir au cabinet. Et donc, elle m'a pas appelée pour me dire il y a rien sur la biopsie. Donc, elle me faisait venir. Ça voulait dire qu'il y avait un truc louche. Donc, j'étais déjà dans cette perspective. C'était très choquant parce que j'y suis allée avec mon conjoint. Et donc, on officialise le fait que c'est un cancer, même si on s'y prépare. Donc, c'est quelque chose... on n'y est jamais complètement prêt. Et c'est extrêmement violent, même si ça a été dit en fait avec beaucoup de douceur. Donc ce qui se passe par la tête à ce moment-là, ce que je te disais, à savoir qu'est-ce que ce cancer vient s'inviter dans ma vie. Je pars du principe que tout est juste et que si un cancer vient s'inviter à 41 ans dans ma vie, il faut sans doute que j'en fasse quelque chose. Et là, c'est le début d'une réflexion où je me dis qu'est-ce que je vais faire de ça? Forcément, on rentre dans un protocole en fait qui nous dépasse parce qu'en fait on est accompagné. J'ai envie de dire presque pris par la main. J'ai presque envie de dire parfois trop infantilisé dans le sens où en fait un rendez-vous succède à un autre, un chirurgien, un oncologue. C'est comme ça que ça se passe? Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. On est dans un tunnel en fait. Dès le moment de l'annonce avec la ouais. gynécologue, il y a oui. le parcours de soins finalement qui se met en... Et j'ai envie de dire que on nous demande pas forcément à quel endroit on veut aller, avec qui on veut cheminer, avec quel médecin. Sans doute peut-être parce qu'on soupçonne qu'on n'y connaît rien à ce protocole de soins qui est celui qu'on nous réserve. Mais en tout cas, moi j'avais déjà une idée de peut-être pas avoir un parcours de soins classique. Peut-être parce que j'avais pas confiance dans le parcours de soins classique. Peut-être parce que j'avais perdu ma maman dans un parcours de soins classique. Qui avait fait des chimios et de tout le chemin. J'avais parcouru en fait le cheminement classique de annonce d'un cancer du sein, ablation du sein, chimiothérapie avant la chirurgie, après radiothérapie et puis récidive 2 ans plus tard et rebelote et puis donc tout ça pendant plusieurs années. Et donc j'ai été, je pense, choquée parce que c'est choquant quand on a, je sais pas, j'avais une vingtaine d'années. Ouais, c'est traumatique, ouais. Et donc forcément j'avais une idée du cancer et du parcours de soins qui était pas forcément un parcours de soins qui guérit à tous les coups, mais qui aussi peut affaiblir, rendre malade et de voir aussi les méfaits de certains traitements qui sont extrêmement violents. Donc j'avais déjà à ce moment-là une peur du traitement conventionnel et une envie de peut-être interroger le traitement différemment. Et puis j'imagine que t'étais le fait que ce soit un environnement familial qui le montrait déjà, enfin tu connaissais cette problématique-là, qui sont plus que des problématiques d'ailleurs, qui sont des enjeux vitaux. Le fait que tu ailles aussi faire une mammographie dès 41 ans, c'est-à-dire que tu y vas en sachant que c'est pas anodin. Est-ce que ces réflexions-là que tu es en train d'amorcer à ce moment dans ce parcours, est-ce que tu les avais déjà? Tu t'étais dit, si jamais ça devait être mauvais, je questionnerais les choses. Est-ce que tu avais déjà ou c'est au moment du diagnostic? C'est au moment du diagnostic. C'était pas du tout prémédité en fait. Au fond de soi, on espère avoir tout fait, avoir pris toutes les précautions de prévention notamment, des risques, pour faire en sorte que ça ne nous arrive pas. Et à la fois, une partie de moi me disait, sans doute assez inconsciemment, que à force d'entendre que ma maman avait fait un cancer, qu'il y en avait des cas dans la famille, que ce serait bien du coup de se faire contrôler plutôt que d'autres femmes, je pense qu'on engramme des choses. On engramme, et c'est, je pense, le poids d'une communication de la santé conventionnelle aussi qui nous dit attention, il y a un cas dans la famille, ça risque de vous arriver. Je pense qu'on l'engramme encore plus. Alors que très rapidement, j'ai commencé à faire des recherches, parce que c'est ça en fait l'histoire de ce cancer, c'est en fait beaucoup de recherches et de curiosité sur qu'est-ce qu'on peut en faire autrement. C'est de se rendre compte que cette dimension héréditaire, elle représentait que 2 ou 3%. Et quand on parle de génétique, en fait, si ta mère a fait un cancer du sein, t'as 2 ou 3% de risque, on s'entend, de déclarer un cancer du sein. Tout le monde a des gènes de cancer, d'Alzheimer, de Parkinson. En fait, qu'est-ce qui fait que ces gènes-là s'expriment chez toi? Et donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'épigénétique. C'est pas les 2-3% de génétique, c'est les 97
autres pourcents qui en fait font que ces gènes-là vont s'exprimer ou pas chez toi. Donc à savoir l'épigénétique, c'est ce que tu manges, ce que tu bois, comment tu respires, est-ce que tu bouges, est-ce que tu fais de l'exercice. Tu faisais déjà attention à ça avant, quand tu dis que justement quand on apprend ça à 41 ans, on essaie quand même de prévenir avant. T'avais déjà essayé d'avoir un terrain où pas dans ces proportions. Non, j'avais en fait identifié grâce aux médecins et aussi aux approches assez alternatives que ma maman avait creusées certaines choses qu'il valait mieux faire ou ne pas faire. J'avais entendu parler par exemple que avoir un allaitement de qualité quand on avait des enfants, en fait c'était une bonne prévention des risques. Bon, j'ai eu 2 enfants, j'ai allaité 2 enfants et puis ça n'a pas empêché les choses. J'avais entendu parler des traitements hormonaux, notamment la pilule, ou des traitements hormonaux substitutifs pour des femmes en fait qui sont face à la ménopause ou la préménopause, n'étaient en fait pas d'excellentes idées, on va le présenter comme ça. En tout cas, moi j'avais par exemple écarté certains traitements hormonaux de pilules comme on pourrait le prendre en fait, voilà, par rapport à ça. C'est-à-dire que t'avais quand même une mise en conscience, mais t'avais pas non plus révolutionné ta vie comme s'il y avait une épée de Damoclès. Non, j'avais pris quelques précautions, on va dire, parce que je m'étais renseignée, j'avais compris que certaines choses étaient peut-être meilleures que d'autres, mais pas dans ces proportions-là. On va parler de ce chemin finalement que là tu commences à planter avec ces recherches que t'as faites qui te montrent qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Mais est-ce que t'en parles à ta gynécologue ouvertement? Est-ce que du coup tu fais le parcours de soins avec les oncologues, etc., qui est prévu, formalisé comme ça quand il y a une annonce? Comment ça se passe du coup très factuellement? Très factuellement, donc il y a cette prise de conscience qui me dit, je me répète, mais qu'est-ce que ce cancer vient me dire? Et donc là c'est le début d'un cheminement très personnel et à la fois avec mon conjoint. On était quand même 2 et c'est une véritable force de pas vivre ça seul. Même s'il paraît qu'il y a des séparations qui surviennent à ces moments-là aussi. Quelle horreur. Tu le savais? Parfois le conjoint ne se sent pas assez fort de supporter quelqu'un. Oui, et je pense que cette solitude doit certainement ajouter en fait à une forme de détresse, à une forme d'isolement. Et moi j'ai eu cette chance d'avoir un mari qui est toujours là, présent, qui ne m'a jamais abandonnée, qui ne m'a jamais laissé de côté, au contraire qui en fait comme moi a pris ce cancer et l'a mis au centre de nos préoccupations et a été vraiment exemplaire. Et je le dis ici, je l'aime beaucoup aussi pour ça. Il m'a jamais autant prouvé qu'il m'aimait que en traversant cette épreuve de la maladie. Et concrètement, ce qui se passe quand on m'apprend que j'ai ce cancer, quelque chose de très vertigineux qui s'invite dans ma vie, et je me suis dit qu'il y avait quelques petites choses que je pouvais faire seule, et qu'est-ce que je pouvais faire seule pour déjà me donner toutes les chances. Et la réponse qui a été la mienne, ça a été de méditer et de jeûner. Et là, ça a été un premier point, parce que méditer, pourquoi? Parce que besoin d'introspection, besoin de réfléchir à ce que, encore une fois, qu'est-ce que cette histoire venait faire dans ma vie. Et jeûner parce que j'avais entendu parler du jeûne thérapeutique. J'avais expérimenté quelques jours de jeûne et je savais que parfois des personnes avaient tenté le jeûne, donc l'arrêt de l'alimentation pendant quelques heures ou quelques jours, et qui en fait avaient des bénéfices sur la santé. Et j'avais entendu des témoignages et je me suis dit mais pourquoi pas, et en fait c'est ce que j'ai mis en place très vite. C'est-à-dire que tout ce dont on me parlait, où on avait commencé à me parler, donc à savoir vous allez vous faire opérer, vous allez rencontrer un chirurgien, on va vous proposer de la chimiothérapie et d'autres donc soins. La gynécologue qui dit ça, qui commence à me préparer psychologiquement à ça et qui me met en contact avec un chirurgien que je vais voir la semaine suivante. Là à ce moment-là, quand je quitte son cabinet, je commence à penser à ce jeûne, à la méditation, à la prière, j'ose le dire, parce que derrière cette méditation il y a en fait une volonté en fait de se concentrer sur son cœur et sur ce qui est juste pour soi, donc se recentrer à soi. Et donc là, je vais vers le jeûne. Je vais en fait vers direct, cette... en fait. Direct. Tu sors du rendez-vous chez la gynéco, tu te dis jeûne, méditation. Oui, et là, bizarrement, je fais quelques rencontres. Je me renseigne, j'écoute des témoignages de jeûneurs, je lis des bouquins, j'écoute quelques vidéos, mon homme également, on partage énormément de choses. Et à ce moment-là, en fait, je suis tiraillée, parce qu'au fond de moi, ça me dit ne va pas te faire opérer tout de suite, ne va pas dans le traitement tout de suite, il y a autre chose à tenter. T'as cette voix, mais presque, ça m'appelle, c'est l'intuition pour toi, quoi. Mais c'est intuitif, ça m'appelle. Wow. C'est pas le parcours classique. Ça me dit si t'es là, c'est pour faire autrement. Les jours suivants, t'as cette intuition-là. Oui. Et en même temps, j'imagine que t'as la gynécologue qui a pris rendez-vous pour la semaine d'après, et il y a tout ce chemin qui est déjà en train de se dessiner. Qui est lancé. Et donc là, se succèdent en fait différents rendez-vous avec une chirurgienne, avec un oncologue, même un oncologue généticien, enfin plein de contacts. On me propose en fait le contact aussi d'une psychologue pour m'accompagner. Et en fait, je médite et je jeûne. Et je lance un jeûne de 21 jours. En parallèle. En parallèle. Et tu leur dis ça? Oui. Ok. Et ils me prennent pour une cinglée. Ok.
Et c'est ok. Parce que c'était juste pour moi de lancer ça. Et donc, je jeûne pendant 21 jours. Donc, je sais pas au départ que ça va durer 21 jours. Je sais pas de quoi mon corps est capable. Mais en tout cas, c'est un point de départ. Ça me fait penser, j'aimerais revenir sur ce diagnostic. Est-ce que c'est une grosse tumeur? Enfin, comment c'est en fait? Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que les chances sont bonnes de passer au-delà et de retrouver une vie joyeuse et légère? Comment c'est? On me rassure pas. C'est un cancer potentiellement agressif. Il y a plus agressif, mais c'est un cancer sérieux avec des gènes qui s'expriment et qui disent voilà, il faut en faire quelque chose et donc on n'attend pas que ça se passe quoi. Il faut agir. Il faut agir par la chirurgie et par le traitement. Donc on me fait comprendre que il faut se mettre au travail et ne pas perdre de temps. Donc les rendez-vous sont déjà pris. Maintenant c'est une tumeur qui fait 1,5 cm. Voilà, on me fait comprendre qu'il faut enlever le sein et pas seulement la tumeur. Donc ça me pose question. Très vite ça me fout les jetons. Hein, clairement ça me fait peur. Et donc il y a plein de choses qui sont dissonantes en fait et qui me font dire mais non c'est pas mon chemin, c'est pas mon chemin. Donc là tu fais ce jeûne. Je fais ce jeûne. Et donc je suis accompagnée aussi par une radiologue qui en fait me suit en échographie. Celle même qui m'a fait la mammographie, qui a interprété la mammographie. Et au terme du jeûne, je retourne la voir et on observe, même si c'est pas écrit noir sur blanc sur le papier, mais on observe que le cancer n'évolue pas, voire même il régresserait en taille. Quelques semaines en tout après cas. déjà, du coup. 21 jours, ouais, 3-4 semaines après. C'est pas écrit noir sur blanc, mais sauf que voilà, il y a déjà des indicateurs qui, moi, me font observer que voilà, ça ne s'aggrave pas. Et donc là, c'est le début d'autre chose. J'imagine que pour toi, à ce moment-là, déjà, il y a un monde. C'est-à-dire là, peut-être que t'étais sur le pas de la porte en train de dire j'ai un appel par là, mais j'imagine que là, c'est ok en fait. Le monde est devant moi. Et donc là, il y a une période de 2 mois et demi, 3 mois, qui est la période sans doute la plus difficile de ma vie, avec du recul. Parce que je suis face à un chemin qui est en fait le chemin de la médecine conventionnelle, très calibré, très protocolaire, très cadencé, avec en fait des évidences, des étapes, et donc un chemin que je ne veux pas prendre, mais à la fois que je suis, parce que je rencontre quand même ces praticiens, ces médecins, c'est cette chirurgienne, et à la fois mon chemin, qui est celui qui résonne pour moi, qui est celui où j'estime être au bon endroit, qui est une évidence, qui est le chemin qui va m'emmener vers la guérison, qui est en fait ce chemin un peu alternatif, même complètement alternatif. Il est même pas intégratif, c'est qu'en fait pour moi c'est le chemin d'à côté, hein. Ils ne se parlent pas encore entre eux, où je me dis ça se joue ailleurs. C'est pas tout de suite la chirurgie, c'est pas tout de suite la chimio. Testons quelque chose. Et c'est là que je prends la décision, au terme de ce jeûne, de me dire tente quelque chose. Si jamais ça ne fonctionne pas, fais pas l'autruche. Hein. L'idée c'est de sauver sa peau. Hein. Je suis pas suicidaire quand je fais ce choix-là. C'est de se dire par contre teste quelque chose, écoute ton cœur. S'il y a quelque chose à tester, tu verras si ça fonctionne ou pas. Continue de te faire suivre, fais les contrôles nécessaires pour voir si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, tu sauras changer ton fusil d'épaule et partir dans le chemin plus conventionnel qu'on te propose. Mais teste quelque chose, tente-le. Si t'y crois, tente-le. Et je tente. Et c'était tous les combien les contrôles J'ai fait un scanner tous les 3 mois. Okay. Un scanner, ce qu'on appelle aussi le TEP ou le PET scan, qui va en fait identifier si le cancer évolue ou pas, si le cancer en fait se propage ou pas. Et là pour le coup, c'est un examen qui rend visible l'évolution. Est-ce que ça bouge, est-ce que ça va ailleurs ou pas. Fort heureusement, le cancer n'évoluait pas. Le cancer était uniquement dans le sein à cette période-là et c'est resté comme tel en fait de nombreux mois. Mais ça permettait de contrôler, de s'assurer que les choix que je faisais, qui était de ne pas me faire soigner de manière conventionnelle classique, ne me mettaient pas encore en risque. On va rentrer plus en détail là-dedans, mais donc j'imagine qu'à ce moment-là, tu le dis parce que alors, qu'est-ce qu'on te proposait dans le conventionnel? Une chimio, ablation du sein? Ça commence par de la chimio, ensuite chimio, donc ce qu'on appelle néoadjuvante, donc avant une chirurgie du sein, donc on enlève le sein, donc la coupe Amazon, hein, clairement. Ensuite, à nouveau de la chimiothérapie, l'équivalent peut-être d'une 20aine de séances, et puis peut-être après de la radiothérapie ou de l'hormonothérapie ensuite, donc un parcours de 5 ans, 6 ans potentiellement. Ah, wow. Et j'imagine qu'à ce moment-là, tu dois leur dire quand même, bon, merci, mais non merci. Ah, exactement. Comment ça se passe? Bah merci, mais non merci. Et donc là, il me regarde avec des yeux écarquillés. J'ai Ils doivent pas en voir tous les jours. Hein. Chirurgienne qui me prend pour une suicidaire et qui m'appelle, il est 22h le soir, parce qu'elle a pas de vie et qu'elle voit des patients jusqu'à pas d'heure. Elle me dit, mais Madame Richet, elle est où? Elle devait venir, elle est pas venue, qu'est-ce qui se passe? Elle décroche son téléphone et mais qu'est-ce que vous faites? Mais quel âge avez-vous? Et quel âge ont vos enfants? Mais des questions qui sont extrêmement culpabilisantes et qui sont mais stressantes et qui me font peur. Et c'est là que c'est en fait une période la plus difficile de ma vie, parce qu'en fait je suis face à un choix qui n'appartient qu'à moi,
à moi et à mon conjoint qui a toujours respecté les choix que j'ai faits, mais j'estime qu'on a fait ces choix à deux. Et en fait, on était face à tellement de signaux, d'évidence, en fait, de lecture qui nous éclairaient et qui nous disaient allez dans cette direction, allez tester ça, vas-y, va, tente ce truc-là, que c'était une évidence d'aller prendre ce chemin de traverse et de dire au médecin foutez-moi la paix. C'est encore une fois pas une décision de suicidaire. Si je fais ces choix, parce qu'il y en a plusieurs, c'est pour sauver ma peau. Donc faites-moi confiance et si jamais ça fonctionne pas, c'est un chemin de vie. Voilà. Si ça fonctionne pas, je reviens vous voir, mais laissez-moi tester ce truc. Et puis après, ça dépend aussi des médecins. J'imagine que pour cette médecin qui t'appelle à 22h, elle ne voit pas l'autre chemin. Elle ne l'imagine même pas. Et donc, elle, ce qu'elle voit, c'est une mise en danger qui pourrait être évitée parce que c'est son prisme. Bien sûr. Et que, à son niveau, elle veut du bien. Ah, bien sûr. Et on peut pas lui en vouloir. Elle a été formée de cette manière. En fait, il y a sa responsabilité aussi qui rentre en jeu. Donc, forcément, elle me met en garde. Et c'est important de le faire. Maintenant, la manière dont elle l'a fait peut-être sans doute avec beaucoup de psychologie, mais c'était quand même c'était très pressurisant, c'était très stressant malgré tout. Donc j'ai vraiment fait ce choix. J'ai mis sans doute 2 mois, 2 mois et demi, peut-être 3 mois à faire ce choix et à me dire non, laisse de côté pour l'instant ce chemin conventionnel, va dans ta direction, tente-le. Et tout me disait d'aller dans cette direction. Donc t'avais des intuitions. C'était intuitif, c'était des évidences, c'était les rencontres, les personnes qui étaient sur ma route, et puis c'était en fait véritablement me mettre au cœur d'un processus. C'est-à-dire que je faisais le choix de faire différemment, et donc je suis allée vers des praticiens, je suis allée chercher, je suis allée lire, écouter des vidéos, je me suis allée me documenter, et donc là se sont invités en fait sur mon chemin des personnes qui étaient plus ouvertes, des personnes qui en fait avaient testé des choses, des personnes qui avaient en fait rencontré ce diagnostic-là et qui avaient aussi entrepris certains choix. Et je me dis, il y en a. Ça me fait penser ce que tu dis aux grandes intuitions d'une vie, comme quand on rencontre quelqu'un et qu'on se dit en fait c'est par là, le renier ce serait refuser mon chemin. Enfin voilà, des choix comme ça qui s'imposent et qui peuvent arriver dans tous les domaines de vie et pour chacun d'entre nous en fait. Mais véritablement, c'était mon chemin. C'est les chemins qui s'imposent. Ah mais véritablement. Donc là tu as fait ce jeûne, tu as vu ces médecins qui te proposent quelque chose que tu refuses avec une culpabilité quand même si elle est involontaire. Tu dis que tu as dû faire plusieurs choix par la suite. Comment ça se passe ? Tu rentres dans ce monde-là, t'es toute seule finalement, enfin toute seule ou pas, mais je veux dire t'es plus avec le corps soignant. Oui. Conventionnel. Alors là, je mets toutes les chances de mon côté. C'est-à-dire que je vais identifier toutes les personnes ressources qui, en fait, vont devenir ma nouvelle team, ma nouvelle équipe. Je n'aurai pas une équipe classique, j'aurai une équipe bien à moi. Et donc, je suis partie sélectionner. Je suis allée m'entourer des personnes les plus ouvertes sur chacun leur spécialité, sur ces piliers, ce que moi j'appelle les piliers de guérison. Donc, j'ai identifié des sujets sur lesquels il fallait pas lésiner, qui allaient devenir les piliers de mon traitement, de mon retour à la santé. Alors je peux les citer, mais on pourra les approfondir en fait et développer si tu le souhaites. Mais concrètement, donc il y a eu ce jeûne, donc la place du jeûne dans la vie, dans l'alimentation, donc l'alimentation vivante. À quel endroit est-ce que je m'alimente avec des produits sains, vivants, donc pas transformés. Voilà, je pourrais développer également. Il y a l'activité physique, il y a la dimension aussi de la méditation, de la paix intérieure. Ça peut paraître un peu perché, mais de se dire mais comment est-ce que je réfléchis, comment je vais. Je suis allée chercher en fait aussi très simplement la cause de ce cancer. D'où vient ce cancer? J'avais fait le choix de changer de vie professionnelle. Il y avait certainement un endroit qui professionnellement en fait me disait que j'étais plus au bon endroit. J'avais décidé de monter ma boîte, de changer d'environnement professionnel. Pourquoi? Parce que je sentais qu'il y avait une forme de toxicité, quelque chose qui n'était plus fait pour moi. Il fallait que je m'en extrais. Et donc j'étais aussi en train de faire ce choix de quitter cet environnement au profit d'un environnement pro qui était juste pour moi. Donc avec un autre modèle, et c'est le meilleur des décisions que j'ai prises aussi, de changer à ce moment-là. Pas aussitôt au moment du diagnostic, mais après quelques semaines, quelques mois, j'ai procédé à ce choix professionnel de changement. Le sport, la place de l'exercice physique dans la vie, parce que on est trop sédentaire. J'avais le sentiment de bouger un peu, faire un peu de sport, mais c'était rien par rapport aux besoins qu'a notre corps d'aller en fait cramer de l'énergie et d'aller en fait cramer tout ce qui ne lui est pas utile, à savoir une tumeur. Voilà, comment est-ce que... Donc en fait, j'ai identifié tous les leviers qui allaient être la somme des piliers. Il
y en a 7, 8, 9. Et j'en ai fait en fait des piliers et des fondements de mon traitement. C'était quoi les autres du coup? Là, je pense qu'on a cité peut-être Donc 5. le jeûne, l'alimentation, l'activité sportive, la méditation et puis aussi la dimension énergétique ou spirituelle. Il y a aussi en fait le traitement médicamenteux, pas forcément chimique. Donc je suis pas allée vers la chimiothérapie tout de suite, mais j'ai accompagné mon corps de choix thérapeutiques, phytothérapeutiques, homéopathiques, mais aussi toute la médecine en fait alternative, à savoir l'endroit de la naturopathie. Donc que j'appelle aussi les médecines ancestrales finalement. Bien sûr, parce que la ce sont médecine des chinoise, sagesses évidemment, qui ont traversé les millénaires. Mais oui, et c'est pas comme une forme de nouveauté comme ça là, des dernières années en Occident. C'est plutôt c'est loin un d'être savoir qui existait tout simplement. Ouais, c'est loin d'être moderne. C'est qu'en fait c'est Hippocrate qui indiquait que l'alimentation soit ta première médecine. Alors moi ça a été mon fondement numéro 1. Et donc on allait chercher en effet les fondements de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, qui sont ancestrales et qui positionnent en fait l'alimentation, ce que tu avales au quotidien, comme en fait le premier des médicaments. Donc ça a été la phytothérapie, le choix des plantes, mais aussi l'acupuncture, voilà, et puis plein de choses, parce qu'en fait si je devais citer tout ce que j'ai, bien sûr, voilà, c'est un long énormément de parcours. Ouais. Et donc là tu identifies ça, tu rencontres des gens, des personnes qui peuvent aussi te donner les connaissances que t'as pas, c'est ça? Ouais, qui m'éclairent et qui me donnent envie ou pas. Et là, clairement, j'écoute mon cœur. Est-ce que ça résonne pour moi ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Donc, je teste énormément de choses. J'étais mon propre cobaye, en fait. Bien sûr. J'étais mon cobaye, mais à plein d'endroits. J'ai testé plein de choses. Et aux endroits où c'était juste pour moi, aux endroits où ça résonnait, aux endroits où je me disais, mais oui, il y a quelque chose à tester ici, j'y allais. Et quand j'estimais que c'était pas pour moi, je le laissais sur le côté de la route et je continuais, je poursuivais, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu rencontres des personnes qui ont fait ce même choix que toi? Pas beaucoup. Beaucoup. Mais oui. Qu'est-ce que ça donne une personne en fait que j'ai eue par téléphone, dont j'entends parler au hasard de mes rencontres très souvent téléphoniques ou à distance, en call ou en visio. C'est quelqu'un qui est en Suisse, qui s'appelle Aya, que je remercie ici et qui en fait a été extrêmement éclairante pour moi parce qu'elle a en fait fait ce même choix que moi quelques années plus tôt, à la différence près qu'elle n'a pas souhaité se faire contrôler. Et là, ça, moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Donc je me suis dit, ok, sur les choix de guérison un peu alternatifs, sauf que je fais pas l'autruche, quoi. Je vais vérifier que ce que je fais ne me met pas en risque. Elle avait fait le choix un peu plus brutal, je dirais, et tranchant de ne pas se faire contrôler, de vraiment tourner littéralement les talons de la médecine conventionnelle, de ne pas se faire suivre. Et d'ailleurs, je pense qu'elle ne s'est jamais fait suivre depuis. Elle a fait ce choix il y a une douzaine d'années. Elle va très bien aujourd'hui, mais concrètement, elle a fait ce choix vraiment très strict. C'est très singulier et très courageux, qu'on apprécie ou non. Un choix pareil pour sa propre personne. On peut saluer la singularité. Ah oui, j'ai salué son courage et elle a été éclairante pour moi. Donc j'ai pris ce qui était juste pour moi, j'ai laissé ce qui ne l'était pas. Mais en tout cas, elle a été très éclairante pour moi et j'ai pris régulièrement de ses nouvelles et elle a été sans doute pour moi une étape dans mon cheminement. Elle, tu l'as rencontrée, tu rencontres d'autres personnes ou Oui, je rencontre une oncologue qui me dit j'ai quitté la France, la manière dont j'ai envie de pratiquer la santé n'est plus celle dont j'ai envie en France, donc je suis partie en Suisse pour faire un peu différemment. Voilà, j'ai rencontré d'autres praticiens d'approches très différentes. J'ai rencontré des professionnels du jeûne, j'ai rencontré des naturopathes, des personnes qui me parlent de la place de l'alimentation. Ça prend énormément de place en fait dans mes choix. Oui, en fait, quand je t'entends, j'entends que l'alimentation est vraiment presque le pilier numéro 1. Voilà. Ouais. Et je rebondis sur ça, mais on en parlait tout à l'heure aussi. C'est vrai que moi, j'ai rencontré dans ma vie quelques personnes qui ont un chemin qui serait cousin du tien. En tout cas, chaque chemin est unique, mais en tout cas, il y a une famille d'audacieux rêveurs. Et les rêves parfois deviennent aussi réalité comme ça. Et donc, je te disais tout à l'heure que j'ai rencontré quelqu'un qui avait guéri d'un cancer en marchant le chemin de Compostelle. Donc, quand je dis tout ça, c'est pas pour dire que aux personnes qui nous écoutent que c'est ce qu'il faut faire et que c'est le seul chemin. Moi, ce que je salue aussi là, c'est la singularité et entendre ce que nous dit notre être tout entier pour explorer des voies qui sont les nôtres. Et donc, c'était un Américain qui avait pris l'avion et il s'est dit, je vais marcher. Il a vu l'annonce juste avant et il a fait le chemin. Sans doute, il s'est passé beaucoup de choses pour lui sur ce chemin. Une grande introspection. On mange bien aussi sur le chemin. Alors, on mange peut-être pas aussi bien que quand on cuisine chez soi, mais c'est quand même des bons produits de terroir, etc. C'est du non transformé. Bon, il y a tout un tas de choses, Et puis, je pourrais pas parler pour lui. Mais
n'empêche que quand il est revenu chez lui, il y avait plus de tumeurs. Quelques années plus tard, il refaisait le chemin pour le plaisir. Donc voilà, c'est certainement rare, mais en tout cas, ces belles histoires, parce que ce sont des belles histoires aussi. C'est une très belle histoire. Eh bien, elles existent, et ça me fait rebondir sur cette question aussi de donc t'as ces piliers-là, tu mets en œuvre ces choses, tu fais ces contrôles. À ces moments-là, comment se passent ces contrôles et quels sont les grands chapitres de cette période-là? Combien de temps elle dure cette période? Je me fais contrôler très régulièrement, donc il y a toujours une phase d'inquiétude, de stress avant un contrôle. On n'est jamais serein quand on va sur ce type de contrôle avec les choix que je fais à l'époque. Et je reste au fond de moi convaincue que je suis sur la bonne voie. C'est-à-dire que je me suis dit, à ce moment-là où j'ai pris véritablement ma décision de tenter quelque chose, je me suis dit que je ne mettrais pas la clé de ma santé dans la poche de quelqu'un d'autre et que je resterais en fait souveraine de mes choix. Alors ça me caractérise dans la vie, de manière générale. C'est vraiment quelque chose qui parle de mon mode de fonctionnement. Et la seconde chose qui donnait vraiment sens à mon traitement, puisque je peux appeler ça un traitement, c'est que j'ai souhaité quelque part traiter la cause et pas le symptôme. Et que pour moi, en allant faire de la chimio, en allant enlever une tumeur, on traitait la tumeur, on traitait le symptôme, mais finalement, ça disait autre chose. Ça disait que le corps, quelque part, n'avait pas été en capacité de se défendre, donc le système immunitaire était affaibli. Et donc je me suis dit que mon traitement allait être en fait une reconstruction, un raffermissement de ce système immunitaire qui avait été en fait affaibli. Donc en fait, tout mon protocole de soins s'est basé là-dessus. Beaucoup plus que sur simplement, entre guillemets, simplement la tumeur. Exactement. Mais sur tout ton corps. Bien sûr. Et sauf que traiter et restaurer un système immunitaire, ça se passe pas en une chirurgie. Ça se passe en fait finalement en 2-3 ans. Et donc pour le coup, voilà, concrètement, ça veut dire que ça met un petit peu de temps et donc ça veut dire qu'il faut se préparer à un cheminement qui va être long. Et ça veut dire que là, je me suis préparée à finalement, je dis souvent manger des graines. Mais oui, j'ai quand même en fait fait des choix, notamment au niveau alimentaire où j'ai mangé vivant. C'était très bon, hein. Mais sauf qu'en fait, pour le coup, c'est en fait des choix. Parfois, c'est un peu austère. Ah, c'est complètement austère. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait des choix au niveau de la médecine, de médecins que je voulais peut-être moins voir quelque temps. Mais il y a aussi des personnes autour de moi que j'ai moins vues parce qu'en fait, en termes de vie sociale, les 6 premiers mois de traitement, je vais pas au resto. J'ai arrêté de bosser pour en fait me concentrer sur moi. Je l'avais jamais fait et là, j'estimais que c'était une priorité. Est-ce que tu as eu ta rupture conventionnelle? Alors plus tard. Là, c'était un arrêt maladie. Voilà, c'était qu'en fait là, je sauvais ma peau et quand je sortais un peu la tête du seau, là, j'allais peut-être. Et j'ai eu en fait une super belle réponse de la part de mon chef à l'époque qui m'a accompagnée pour. Je pars dans de bonnes conditions et avec toute la sécurité professionnelle pour le faire bien. Mais en tout cas, une fois que j'étais plutôt sortie des ronces, quoi. Ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ces étapes-là, elles ont été longues parce qu'en fait, je me suis dit, je restaure mon système immunitaire, mais au fond de moi, naïvement, je me suis dit qu'en 6 mois, ça allait fonctionner. Parce que j'avais lu des endroits où ça allait fonctionner, ça avait fonctionné très rapidement. Moi, ça a pris un petit peu plus de temps que ça. Donc en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai mangé des graines, des légumes verts et des graines, des jus de légumes. Alors c'est super bon encore une fois. Hein, je me suis restaurée à plein d'endroits, mais concrètement, c'était très austère, très monacal. Et à la fois, je n'ai pas regretté parce qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, donc aujourd'hui 4 ans après le diagnostic initial, je suis sortie d'affaires, je suis en rémission. Je pourrais expliquer comment s'est terminée l'histoire. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure. Voilà, mais concrètement, je ne changerai pas ces choix que j'ai fait à l'époque de manger différemment, de bouger quotidiennement, de garder en fait. Ça, c'est des choix pour la vie. Ah mais clairement, pour résumer, c'est ça. Finalement, dans ce que tu dis, j'entends que c'était pas juste guérir, c'était renaître. C'est-à-dire reset les fonctionnements, les mécanismes, le corps. Reset. C'est exactement ce terme. Et ça me fait penser à cette question. Donc, comment étaient les scanners pendant cette période? Comment était le dialogue avec les médecins que tu rencontrais quand même dans ces... Donc peut-être la même radiologue que tu me disais tout à l'heure ou d'autres aussi. Et quelles causes tu as identifiées? Tu parlais de causes profondes au-delà de ces piliers plus factuels, si je puis dire. Causes peut-être psychologiques, de vie. Est-ce qu'il y a eu des messages tu t'es dit, ah oui, ça, faut que je change ça profondément dans ma vie, qui sont d'autres choses? Pour te répondre sur le corps médical, il y avait ceux qui, en fait, n'ont pas jugé, m'ont accompagné, m'ont soutenu et m'ont dit, pour certains, c'est pas déconnant votre truc, si vous faites suivre, moi je vous suis. Si vous faites contrôler, je vous suis. Ou sous-entendu, si ça fonctionne pas, on saura en fait changer de direction. Et donc là, d'être accompagné par ces personnes-là, c'est absolument génial. Donc je me suis entourée de ces personnes-là et donc je me suis reconstituée cette équipe. Et donc les examens ne s'aggravaient pas, les résultats ne s'aggravaient pas. Donc en fait, ça me disait de poursuivre. Super. Et les éléments finalement pour la deuxième partie de ta question, qui en fait m'ont fait dire que c'était, quels étaient les éléments quelque part constitutifs de mes choix, c'était sans doute en effet
fait tous les endroits où je n'étais pas aussi bien qu'idéalement, à savoir professionnellement, j'étais plus au bon endroit. J'avais fait le tour, j'étais dans une très belle boîte. Je renie pas. Tu faisais quoi à ce moment-là déjà? J'étais en fait, j'ai toujours été RH, donc j'ai été sur la formation des forces commerciales et des managers dans une très belle société d'assurance, et j'avais une super équipe qui formait et je m'éclatais. Hein. C'était vraiment très très chouette, et à la fois j'arrivais au bout d'une histoire. J'étais dans un système finalement qui ne me correspondait plus. J'avais besoin d'exprimer autre chose, mais je m'étais pas autorisée à le faire, ou j'avais peur tout simplement. Et donc j'ai pris cette décision, et notamment professionnellement, de mettre aussi la confiance devant la peur. Et ça résume un peu tous les choix que j'ai faits finalement sur ce cancer, c'est de se dire je sens que ça m'appelle, je sens que j'ai autre chose à faire, de faire quelque chose différemment. Et donc pilier par pilier, je mets la confiance devant la peur. Et donc à chaque fois que j'ai fait ce choix, intuitivement, il y a des choses qui arrivaient à moi. On appelle ça des signes ou des synchronicités ou des hasards qui n'en sont pas, qui faisaient que en fait c'était ok quoi. Ça venait confirmer les choix que je faisais. Et donc sur les examens, ça fonctionnait bien. En tout cas, ça ne s'aggravait pas, et ça me faisait dire continue. En tout cas, ce que tu fais ne te fait pas de mal. Oui, c'est pas, il y a pas de, voilà, c'est bien. Je ne me mets pas en danger. Ouais. Et donc ça me faisait dire ça va dans la bonne direction. Jusqu'à une certaine période où là quelque part il y a une forme de step, une étape. Au bout de 2 ans et demi, où je me dis bon, j'ai fait tout un travail de nettoyage, de détox, d'alimentation, de jeûne, de pensée positive. J'avais changé de boulot, j'avais du coup monté ma boîte. Tout ça en parallèle en fait. Tout ça en parallèle, voilà. Et donc 2 ans et demi après le diagnostic, il y a toujours des examens qui disent qu'il y a toujours une tumeur qui est présente dans le sein. De la même taille? Non, un peu moins importante en taille. Elle a quand même diminué. Oui, et puis il y a aussi un indicateur en fait que l'on observe en fait sur les scanners, qui était un score en fait qui diminuait. Et donc ça parlait de l'agressivité de la charge cancéreuse en fait qui diminuait. Alors ça c'était pas écrit noir sur blanc par les médecins. Les médecins n'écrivaient pas que le cancer régressait, mais ce score-là il diminuait. Wow. Et moi j'ai appris à aller en fait identifier sur les examens en fait, d'aller disséquer les examens, d'aller en fait. Tu connais tout maintenant. Bah je vais pas dire que non, mais en tout cas j'ai appris à lire entre les lignes aux endroits où on voulait pas me dire qu'en fait ça fonctionnait. Mon histoire, vrai? Bah non, c'était concrètement c'est pas dans le mainstream. Et puis en fait au-delà de ça, je crois que peut-être ça remet en question des parcours qui aujourd'hui sont des autoroutes de soins, et peut-être que de toute façon toute chose qui peut venir un peu parfois altérer nos croyances et donc nos certitudes dans la vie peut être un petit peu bousculant et sans forcément mauvaise intention. C'est peut-être les médecins ils disent oula c'est quoi ça, moi je connais pas ça. Bien sûr. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de recherche en fait faite sur ces personnes qui vont faire ces choix-là. Donc pour le coup il n'y a pas de recul, donc on n'y va pas. Ça questionne en fait la médecine d'aujourd'hui et de quelle manière on peut être plus curieux et plus. Mais en tout cas au moment où je fais ces choix-là, il n'y a pas. Et ça me fait rebondir, et de toute façon après on va parler de tout ça justement là, de ce qui s'ouvre à ce moment-là au bout de ces 2 ans et demi. Mais justement il y a quelques jours j'ai vu un médecin parler dans un congrès, donc j'ai pas son nom, qui disait justement donc c'est un oncologue, il disait qu'il y a une chose contre quoi le cancer ne peut résister. Il l'a dit de façon très drôle. Il dit moi si jamais là maintenant il y avait un souci de cancer autour de moi, je dirais essayons le jeûne. Et il dit parce que il y a 2 choses qui nourrissent l'être humain, ce sont les sucres et les corps cétoniques. Il m'a fait rire, il dit cette tumeur, elle est conne. Elle bouffe que le sucre. Je trouve ça drôle parce que il dit, elle sait pas se nourrir d'autre chose. Il disait donc voilà, il faut essayer de voir si on lui donne pas du sucre, qu'est-ce qui se passe quand le corps humain il peut aussi se nourrir notamment de corps cétoniques. Et il dit, et notamment il y a des gens qui ont des extases spirituelles, etc. Mais qui sont même, je veux dire, ça fait des chimies dans l'être humain, qui nourrissent aussi l'être humain à plein de niveaux, mais qui ne peuvent pas nourrir le cancer parce que c'est trop bon pour elles. Oui, et moi j'ai très vite entendu dès les premières semaines, au moment de mon jeûne justement, que en se privant de manger, on se privait de nutriments, d'aliments, de plein de choses. Mais dans l'absolu, on permettait au corps de faire reset à un endroit où il apprenait en fait par l'autophagie à aller en fait finalement bouffer ou s'auto-nourrir de tout ce qui lui est inutile, et donc d'aller manger ces tumeurs internes ou ces cols ou toutes ces choses qui sont pas utiles au corps, et donc aussi naturellement d'aller puiser donc tous ces sucres qui en fait sont un véritable carburant et qui sont aujourd'hui planqués dans toute la bouffe industrielle, partout en fait il y a du sucre, c'est
une véritable addiction. Je pense que c'est peut-être, je me demande si c'est pas pire qu'une cigarette. On le dit, drogue. Je crois que c'est égal à la cocaïne en termes d'addiction. Clairement. Et quand on voit en fait dans quelle proportion il y en a partout. Donc attention, il y a le sucre des fruits, il y a le sucre d'une tomate, d'un melon. Admettons, ça c'est un bon sucre en fait, qui va sans doute être assimilé de la meilleure des façons par le corps. Puis il y a le sucre industriel, le sucre en fait qui va être partout planqué, qu'on ne soupçonne pas et qui en fait va être très addictif et qui va lui clairement nourrir, je pense. C'est pas je pense, c'est qu'il y a plein de choses qui sont écrites sur le sujet, ces cellules cancéreuses. Donc moi finalement, au cœur de mes choix alimentaires, il y a cette dimension justement de éradiquer le sucre. Et donc partout où j'allais manger, moi je suis retournée au restaurant, très souvent je leur demandais en fait à base de quoi était fait leur plat, est-ce qu'il y avait du sucre, du miel ou des choses un peu planquées, insoupçonnées, qui sont pas écrites sur le menu, pour justement faire en sorte de continuer à garder. Il y a beaucoup de sucre alors au resto? Il y en a partout. Il y a des choses aussi très bonnes, qui vont être des exhausteurs de goût en fait pour les papilles. Un vinaigre balsamique avec une tomate mozzarella, c'est sucré. Et donc comment est-ce qu'on fait différemment? Peut-être que juste un filet d'huile d'olive, un jus de citron, du poivre, des épices. J'entends aussi du coup un régime cétogène. Plutôt et à la fois pas forcément le cétogène qu'on connaît, en orientant vers les protéines animales. Alors j'ai pas dit tout ce que j'avais laissé de côté, mais du jour au lendemain, mais littéralement, j'ai arrêté en fait toutes les protéines animales, tous les sucrs transformés, la bouffe industrielle. J'ai aussi arrêté les fruits parce que j'avais appris qu'il y avait aussi des sucres dans les fruits et je me suis dit je mets toutes les chances de mon côté. Je vais même écarter les fruits quelque temps. Je les ai repris ensuite, mais j'ai écarté les fruits, zéro alcool parce que l'alcool c'est du sucre, même de manière épisodique en fait. Voilà, zéro alcool, zéro laitage. Donc il restait plus grand chose. T'arrives au bout de ces 2 ans et demi de tout ce chemin-là. Tu te dis que t'arrives au bout d'un cycle dans ce chemin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te dis ça? Et qu'est-ce qui se passe? Comment les choses adviennent par la suite? En fait, je me lasse, non pas de mes choix, parce que je suis convaincue que ce sont les bons, mais je trouve ça long. Et je me dis, j'ai envie de supprimer définitivement cette tumeur dans mon sein et je n'avais pas encore trouvé le chirurgien qui soit OK pour m'opérer uniquement cette tumeur sans m'enlever le sein. En fait, je voulais pas me faire enlever le sein, je voulais pas de cette ablation. En fait. C'était pour moi quelque chose, j'étais pas prête à ça. Là, je choisis d'aller retoquer à la porte du conventionnel. Donc je vais en fait dans les grands hôpitaux parisiens, je vais me renseigner, je prends des rendez-vous et là je m'autorise à aller rencontrer des médecins classiques, je dirais, conventionnels. Et donc là je refais une batterie d'examens. Je suis prête à revoir les choses, revoir ma copie pour peut-être tenter vraiment d'éradiquer définitivement ce cancer. Et puis la réponse thérapeutique n'a pas changé. Exactement la même que 3 ans plus tôt. Donc ablation, puis chimio, puis hormonaux, puis mulot, ou l'inverse. Avec une biopsie qui dit Et ça tu leur dis à ces gens, oui ça fait plusieurs années qu'il est là mais j'ai fait autre chose, et je leur dis mais écoutez je viens pas vous voir pour ça, je viens vous voir pour autre chose. Donc en fait il s'est passé des choses pendant 3 ans, donc on va refaire une biopsie et on va vérifier. Et là où j'ai à nouveau c'est lourd une biopsie ou c'est une biopsie, c'est une sorte de ponction. Oui je vois, mais du coup c'est anodin comme acte ou c'est alors, pas anodin? La première fois c'était tout à fait anodin, la deuxième fois il y a eu c'était pas beaucoup moins anodin parce qu'en fait j'ai eu toute une réaction inflammatoire et donc un bleu dans le sein. J'étais dégoûtée parce que pour le coup c'était pas un acte, ça laissait des traces en fait. D'accord. Donc j'étais pas très, c'est venu charcuter quelque chose, un endroit où il y a quelque chose peut-être d'actif, donc j'étais pas très tranquille par rapport à ça, mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez accessible qui n'est pas douloureux et qui permet de savoir ce qu'il y a derrière ce cancer, quelle dangerosité en fait il représente. Et là où quelque part j'ai encore eu une forme de déclic ou de confirmation, c'est que on me proposait une réponse thérapeutique équivalente à celle de 3 ans plus tôt à Rennes, donc à l'hôpital américain ou à Gustave Roussy à Paris, pour pas les nommer, qui sont des établissements plutôt globalement ouverts. On me proposait la même réponse thérapeutique alors même que je vérifiais la biopsie du jour par rapport à celle d'il y a 3 ans et que les scores n'étaient pas les mêmes. Et qu'à plein d'endroits, les scores montraient que la dangerosité du cancer régressait. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas le même cancer. On me propose la même réponse thérapeutique. Mais non. Et c'est à ce moment-là où je ne sais pas par quel hasard, je tombe sur un oncologue plus ouvert dans les conversations, les échanges. Et je à tombe Paris aussi? À Paris, en région parisienne, qui en fait m'accueille dans son cabinet et me dit, on peut faire différemment. Je connais un chirurgien qui peut vous opérer différemment que de vous enlever le sein. Rencontrez-le, on verra bien. Et donc là, un parcours et une fin de parcours. Il avait, et tout à fait, il avait de l'expérience. Ah oui, il avait quel âge? Qui est d'ailleurs retraité aujourd'hui, qui en fait
fait est plutôt en fin de carrière, mais très ouvert, conscient qu'on peut en fait traiter différemment, donc pas du tout contre la chimio, pas du tout. Il avait du recul dans sa oui. carrière. C'était un choix qui était, quand il te dit ça, il sait de quoi il parle dans clairement. son chemin de professionnel. Oui, et puis il a aussi conscience que l'on peut en fait prendre de la chimio, mais en prendre différemment. C'est-à-dire peut-être pas faire 20 ou 25 séances, mais peut-être une dizaine, et pas prendre 100% du produit, qui est un véritable round-up pour le corps, mais peut-être faire un peu moins de séances avec un dosage peut-être à 50 ou 60% du produit. Pourquoi pas en tout cas. Donc il émet ces hypothèses-là. Moi j'entends qu'il a de la créativité. Clairement. Parce que voilà, en fait il y a des standards qui tuent la créativité, qui contrôlent, et il y a la créativité où on ajuste au présent, selon les circonstances, et ainsi de suite. C'est une véritable créativité parce qu'en fait il adapte un protocole de soins à un patient. Et donc on n'est pas sur un boulevard où tout le monde a exactement le même traitement. Parce que, on peut le dire en passant, il y a peut-être une dizaine de protocoles différents pour des cancers du sein, alors qu'il y a je sais combien de millions de femmes en fait touchées dans le monde entier par cette différent pour pathologie, et qu'il n'y a pas deux pathologies identiques. Rien que par cette cause, c'est une question que tu m'as posée tout à l'heure à laquelle je n'ai pas fondamentalement répondu, mais d'aller rien que chercher la cause de ce cancer permet déjà d'aller peut-être traiter, en traitant la cause encore une fois, d'aller traiter en fait finalement ce qui nous a rendu malades, ce qui a en fait à intoxifier, à apporter de l'acidité au corps, un choc émotionnel, un deuil, un décès, une rupture. Alors, tu vas me dire, comment est-ce qu'on peut éviter un deuil, voilà, une mort qui touche la famille ou autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut accueillir ce drame, mais on peut aussi se faire accompagner avec un psychologue, avec des thérapies qui permettent en fait de vivre un deuil, de passer les étapes du deuil pour faire en sorte de peut-être vivre le deuil le mieux possible et donc de ne pas en fait s'embourber, s'enquister, voilà, dans quelque chose qui en fait va créer des boules à l'intérieur du corps et des tumeurs. Donc il y a aussi des endroits où on peut aussi, même si on se sent presque incapable, on a quand même des ressources pour aller quand même être acteur de sa vie aux endroits où la vie nous réserve des épreuves, quoi. Et rester actif, en tout cas, et responsable. C'est ça le terme, acteur de sa vie. Et donc créateur. Et donc voilà, donc t'as ce médecin qui te dit ça. J'ai une question qui me vient depuis tout à l'heure, c'est toi tu vivais à Rennes tout ce temps. Pourquoi tu vas à Paris chercher des médecins, etc. C'est là-bas plutôt à Paris que... Bon, j'ai à l'esprit qu'ils sont plutôt là-bas, qu'ils sont plutôt en fait rassemblés dans des grands centres. À Rennes, il y a peu de... Il y a certainement des personnes ouvertes, mais les grands pôles, enfin en tout cas moi c'était une croyance, les grands pôles sont à Paris. Et je me suis dit je vais taper à la porte de ces structures qui sont connues, reconnues et aussi internationalement parlant, parce qu'il y a des personnes qui viennent du monde entier dans ces instituts, ces cliniques spécialisées parisiennes. Donc je suis plutôt allée toquer à ces portes-là. Ouais. Et donc là, ce médecin te dit qu'on peut ajuster, voir comment t'es, qu'est-ce que ça te fait, quelle est ta vision à ce moment et quelles sont les actions qui en découlent. Alors déjà, j'ai le sentiment que c'est providentiel. C'est une rencontre qui en fait marque quelque chose de différent dans mon parcours, comme si je mettais le doigt sur la possibilité de terminer cette histoire. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'en fait, pour la première fois, j'avais un médecin plutôt conventionnel, ouvert, qui allait me proposer en fait un parcours intégratif, c'est-à-dire qu'il allait prendre en compte tout ce que j'avais fait et qu'il allait s'en servir, mais qu'il allait me proposer quelque chose qui allait me permettre d'aller finir l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a permis de rencontrer ce chirurgien qui m'a opéré la tumeur en conservant le sein, qu'aujourd'hui en fait j'ai un sein qui est intact. Et c'est-à-dire ils sont allés prendre juste la tumeur. Voilà, une tumorectomie. Donc juste enlever la tumeur, les cellules cancéreuses potentiellement autour et faire un travail de conservation. Donc déjà dans mon corps, dans mon intégrité, j'ai conservé mon sein. Ce qui était important pour toi. Oui, enfin, ça va peut-être pas du tout l'être pour une autre femme qui va peut-être même d'ailleurs choisir d'aller se faire enlever les 2 seins par prévention. Voilà. Et c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'on est sur l'unicité des parcours. Clairement. Du moment qu'un choix est intègre pour toutes les personnes qui font les choix, on parle de santé aujourd'hui, mais sur tous les domaines, c'est bon, c'est bien. Ce qu'on veut, c'est de l'intégrité, en tout cas, le plus possible. En tout cas, c'était juste pour moi. Exactement. Et le parcours de Mélanie va être différent pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de vérité, en fait. Donc, c'était juste pour moi. Et je rencontre ce médecin qui me rassure et qui me dit, mais je peux complètement, en fait, vous enlever cette tumeur sans vous enlever le sein et pas d'inquiétude. Et on va même aller voir un peu plus loin les ganglions pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque. Et donc, cet oncologue en parallèle me propose un traitement chimiothérapeutique. Après une biopsie liquide, un traitement qui est réalisé plus à l'étranger qu'en France, en fait, et qui permet d'identifier quel est le traitement de chimio qui va fonctionner sur mon type de cancer. Intéressant. Voilà, des choses très intéressantes. Spécifiques. Très spécifiques. Et qui ne sont pas du tout, en fait. Il salue quand même ton parcours des années avant. Oui. D'ailleurs, il m'appelle docteur Richet, il me fait rire. Ah, bonjour docteur Richet. Voilà, alors, je suis pas docteur, c'est vous le docteur.
docteur. Mais concrètement, oui, il le salue et il voit à quel point je souhaite être actrice et à quel point il me laisse le choix. À aucun moment il m'impose. Il parle comme une adulte, en fait. Oui, exactement. Et en fait, à aucun endroit il m'impose. En fait, il me dit voilà ce qui peut être fait. Et parce que je suis en confiance, parce que cet homme est ouvert, est bienveillant, est conscient, et respectueux des choix que j'ai fait jusque-là, j'ai très envie de le suivre. Et donc à ce moment-là, je dis oui à la chimio, mais une chimio micro-dosée et dans des proportions tout à fait acceptables, avec aussi tout ce que j'avais lu qui me permettait de bien vivre le traitement, à savoir par exemple le jeûne aussi autour de la chimio, par exemple la veille, le jour et le lendemain d'une cure de chimio, pour éviter d'avoir des nausées, pour éviter la fatigue, pour éviter de perdre ses cheveux, enfin voilà. Donc en fait, j'ai pu suivre un traitement violent, parce que le traitement de chimio c'est violent. Tu l'as vécu comme ça? Ah oui, c'est violent, déjà parce qu'on rentre dans un service avec des cancéreux, des personnes qui n'ont plus un cheveu sur le caillou, les personnes sont grises, c'est triste. Puis les hôpitaux, c'est pas pas le plus joyeux. C'est pas joyeux, et même si le personnel de soins est extrêmement bien formé, avec cette sensibilité très spécifique des centres cancéreux, la réalité c'est que c'est d'une tristesse, un endroit même où moi j'ai envie de rester connectée à ma joie et que j'ai envie d'aller vers la joie, donc d'aller rien qu'en cure de chimio toutes les 2 semaines pendant 2-3 mois, c'est connecté à un truc qui est pas naturel pour moi, quoi. À la fois je sais que c'est temporaire et je sais que ça va fonctionner parce que le traitement qui est choisi est celui qui devrait fonctionner, en tout cas sur le papier ça dit que ça marche, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, puisque après une chirurgie et quelques séances de chimio, les examens récemment, donc 4 ans précisément jour pour jour après le diagnostic initial, donc les résultats disent qu'il n'y a plus de cancer. Voilà. Donc je boucle une boucle. Le parcours en fait quelque part se termine, alors même si j'émets une hypothèse et jamais de triomphalisme débordant, pas de caporalisme là-dessus, hein. On n'est jamais complètement sauvé, sorti des ronces quand on a un cancer, on reste toujours très prudent. De toute façon, il y a une vigilance toujours, qui est déjà engrammée en soi du fait du parcours qui a éprouvé quand même, mine de rien, la psyché et la foi. Ouais, parce que même si, pour reprendre le terme, la personne dont tu parlais tout à l'heure, la cellule cancéreuse est un peu conne de bouffer du sucre, la réalité c'est qu'elle est aussi maligne, elle est aussi capable en fait de revenir, de se repositionner ailleurs. Et on le sait que c'est complexe parce qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui simple à cette épidémie, si on peut dire. En tout cas, et cette maladie de civilisation, et j'ai envie de dire surtout de ce que j'ai appris de ce parcours-là, c'est de rester humble. Évidemment. Et qu'en fait, si à mon endroit, le parcours que j'ai mené en fait a été juste pour moi et qui m'a apporté au bout de 4 ans en tout cas des bienfaits et une rémission, puisque c'est comme ça que c'est écrit aujourd'hui sur les courriers des médecins, la réalité c'est que voilà, je continuerai à me faire suivre, à être très vigilante et à être très humble par rapport à cette maladie qui potentiellement est toujours active et toujours en nous, en moi, de faire en sorte de garder toutes les précautions possibles et les démarches préventives pour que ça ne revienne pas. Donc de garder tous ces piliers de guérison pour faire en sorte que ce cancer ne retoque pas à la porte, quoi. De continuer tout ce que tu as mis en place. Donc j'imagine que quand même tu te fais parfois un bon resto avec un petit verre de vin, ou pas du tout peut-être. Si, un bon verre de vin, mais c'est pareil, c'est quelque chose que je vais sélectionner. Le vin, il va être naturel, biologique, il va être plutôt rouge. Je me suis rendu compte que j'aimais pas boire du champagne, que j'en buvais parce que c'était convivial, c'était cérémonial. Non, j'aime pas le champagne en fait. Donc par contre, un bon verre de vin rouge naturel, une fois de temps en temps, et c'est rare, mais parfois seulement 2 ou 3 gorgées me suffisent. Si, je me suis fait un steak tartare. Alors aujourd'hui, je mange plus pour d'autres raisons idéologiques de viande rouge, parce que en fait, voilà, ça me parle plus, je suis plutôt végé. Je mangeais peut-être une volaille ou un œuf. Le steak de bœuf, j'adorais ça. La viande rouge, je me suis quand même fait un steak tartare. Parce qu'il y avait un endroit où gustativement, je voulais renouer, je voulais me dire, tiens, j'ai envie, j'en ai mangé un jour, je remangerai pas tout de suite. T'es aussi vivante en toi d'écouter, tiens là j'ai cette envie-là, et t'ajustes en fait avec ça. Et puis tu parles d'humilité, et il me semble, enfin en tout cas de tout ce que j'observe de mon humble chemin, c'est le cas de le dire, mais que toutes les épreuves de la vie nous ramènent à l'humilité et que la vie entière nous ramène à l'humilité tout le temps, quoi. Enfin je pense que on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose et la vie est grande. Il y a quelque chose de très grand et de beaucoup plus grand que nous. Et ça vient parler du sens que l'on donne à sa propre vie. Moi je le dis souvent aux personnes qui ont envie d'entendre parler de mon histoire, j'ai pas envie de la crier sur tous les toits, mais en tout cas quand on me questionne, et c'est ce que t'es venu faire quand on a fait connaissance, de témoigner, de parler de comment j'avais vécu cette épreuve-là. Oui, c'est une épreuve, mais fondamentalement, j'ai toujours remercié le ciel, l'univers, on l'appelle comme on veut, de m'avoir envoyé cette épreuve, parce que ça m'a permis de rendre visible des choses, de faire des choix et d'identifier pourquoi, et de donner du sens à ma vie, pourquoi je suis venue sur cette terre, quoi. Peut-être pour faire différemment, pour tester quelque chose en fait, et pour ou peut-être ouvrir des chakras sur cette possibilité de faire différemment, d'être créatif par rapport à un
mainstream. Ça veut pas dire de pas aller faire de chimio ou d'aller... Non, c'est pas ça. C'est juste, en fait, ce qui est juste pour tout moi... peut cohabiter, en fait. Mais oui. Il est ni question d'être têtu. On peut tout faire cohabiter, en fait. Il y a de la place pour tout, ensemble. Oui. Ce qui est d'ailleurs valable pour ça et pour beaucoup de choses. Exactement. Et ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Et j'ai été intégrée à une association, à une chouette association dans laquelle j'ai proposé des temps d'échange sur l'alimentation, sur le jeûne, donc à des endroits où des personnes étaient en traitement. Alors, je leur ai jamais dit de pas aller prendre de chimio, pas du tout. D'ailleurs, j'ai fini par en prendre moi-même, donc c'est pas du tout le sujet. Mais par contre, j'ai partagé avec elles, en tout cas, ces personnes, en fait, la possibilité d'aller goûter à d'autres choses qui vont en fait soutenir le traitement, comme justement le jeûne autour d'une chimiothérapie, ou bien en fait le jeûne intermittent, ou bien l'alimentation vivante, ou le fait de simplement peut-être supprimer un petit peu l'alimentation industrielle, hein, parce qu'en fait elle est pleine de choses dont qui on n'a pas besoin, et qui est partout, ou la place du sport, ou l'importance en fait d'aller s'écouter. En fait, c'est presque du bon sens. C'est-à-dire du bon sens qui n'en est pas dans notre époque et dans les tentations partout, mais finalement, depuis la nuit des temps, l'humain, il se nourrit de façon brute, naturelle, il fait beaucoup d'exercices. Le cueilleur, celui qui marche, qui parcourt en fait, qui marche. On est extrêmement sédentaire aujourd'hui. Moi, je pensais être plutôt sportive. J'en ris quand je m'observe 4 ans plus tôt, puisqu'en fait, il faudrait pouvoir faire un peu de sport tous les jours. Du sport dans des proportions acceptables, hein, juste l'endroit où on commence à avoir chaud, l'endroit où on commence à légèrement, on pourrait transpirer. Voilà, ça c'est le cap qui dit que voilà, on a bougé. Et ça de le faire une fois ou deux dans la journée, d'aller marcher plutôt que d'aller prendre les transports ou de se positionner trop vite en fait dans sa voiture ou voilà, de se dire je bouge. Et j'ai envie de rebondir aussi sur quelque chose qui m'a parlé parce que j'ai vécu aussi un chemin de guérison sur d'autres problématiques et j'aurai l'occasion d'en reparler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été clé moi dans mon parcours de guérison et ça a été vraiment une décision intérieure de me dire je vais guérir. Je choisis de guérir. C'est comme si j'avais choisi la vie à ce moment-là et comme si inconsciemment, par le passé, j'avais nourri la mort en moi. Et ça finalement, c'est dire non mais en fait aujourd'hui j'arrête tout ça. C'est la vie et je vais guérir parce que je vais choisir la vie en tout et pour tout. Et de quelle manière j'ai fait des choix par le passé, j'ai dans l'absolu fait des choix par le passé de me mettre à l'épreuve et de me créer des épreuves ou des répliques ou des difficultés jusqu'à ce qu'en effet j'ai cette conscience en fait de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi et à quel moment je me positionne en responsabilité de mes choix. Et les choix qui sont les miens, qui sont pas ceux de mon voisin, ma voisine, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Enfin de mon point de vue c'est le postulat numéro 1 de la vie, hein, globalement, c'est à quel endroit je suis en responsabilité de mes choix et ces choix m'appartiennent à moi et c'est pas quelqu'un qui l'a pris à ma place. Et quand on fait ce choix en responsabilité, par définition, on n'est pas victime. Donc en fait, on est acteur. Et quand on est acteur, de mon point de vue, on a les pistes, on a l'intuition, on a les chemins qui s'ouvrent en fait. Et c'est assez fabuleux ça, l'expérience en fait de se positionner en responsabilité. Quand je dis de pas mettre les clés de sa santé dans les poches de quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est ok, je prends des décisions, bien, elles sont bien difficiles à prendre. Hein. C'est pas évident. Et puis il y a personne qui va. Si tu te plantes, c'est toi et ton choix. Et tu peux t'en prendre qu'à toi. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as découvert à ce moment-là, la responsabilité ? C'est un apprentissage pour toi à ce moment-là? Je sais pas si j'ai découvert à ce moment-là. Je sais pas si... je pense que j'ai été élevée dans un modèle éducatif d'autonomisation rapide, d'être responsable, mature. Je sais pas, je pense été élevée dans du coton. Donc on m'a très vite mis face à des responsabilités. Mais en tout cas, j'ai observé de quelle manière cette épreuve disait de moi que je ne voulais pas qu'on prenne des décisions à ma place. Alors j'ai quelques petites questions avant d'aller progressivement vers la fin. Après on aura des petites questions sur un plus général. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul aujourd'hui sur ce parcours-là? C'est une bonne question et c'est une question que je me pose souvent. Et honnêtement, j'ai envie de dire non. Et pourquoi tu te la poses souvent? Je me la pose souvent parce que j'ai pas envie d'être pleine de certitudes. Je pense que des certitudes ou des évidences, en fait, c'est très vite aller dans le mur. En fait, c'est avoir des œillères. Donc j'ai toujours questionné mes certitudes. Et je me suis toujours autorisée à avoir des doutes. Et je me dis que plus on a des doutes, plus on questionne, plus on se remet en question. Et la remise en question, c'est la clé de l'évolution. Donc sans cesse, je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Et avec du recul, je me dis bah ouais, c'est bien ma grande.
grande, t'as fait ce qu'il fallait, t'as fait tous les bons choix. Non, je me dis pas ça, mais je me dis finalement quand même s'il y a eu des choix peut-être un peu glissants, un peu casse-gueule, même dangereux, je les referai. Comment ça a été du coup pour ton conjoint, l'annonce, enfin la guérison, voilà la fin finalement de ce chapitre-là de ta vie, la fin telle que de lourd, même si j'entends qu'il y a toujours une humilité, mais il y a quand même un gros tas qui est derrière. Tu as dit en début d'épisode que tu avais 2 enfants. On en a peu parlé pendant l'épisode, mais comment eux, ça a été aussi pour eux. Et j'imagine que voir leur maman traverser ça. Alors pour mon conjoint, une véritable délivrance, une joie qui s'invite le jour où le diagnostic est posé de guérison. Moi j'ai pleuré une journée entière de joie. Et puis après il y a une forme de sidération pendant une journée ou deux, j'ai pas parlé. Donc voilà, quand on vit 4 jours avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas encore une. C'est juste qu'elle est différente, elle est plus légère et donc une forme d'insouciance à nouveau se réinvite dans le quotidien et ça a pas de prix. Donc je pense qu'il vit les choses de la même manière et pour en avoir parlé, on témoigne de ce même ressenti. Pour mes enfants, ça a été un petit peu différent parce que à l'âge qu'ils avaient, au moment du diagnostic, je les estimais un petit peu jeunes pour affronter la réalité de mon diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je leur parlais de leur grand-mère, qu'ils n'ont pas connue, donc ma maman, qui était décédée il y a quelques années d'un cancer. Et donc, très vite, les mettre face au diagnostic d'un cancer chez leur mère était pour moi quelque chose d'un peu... Donc j'y suis allée très progressivement. Je leur ai dit au départ qu'il y avait une tumeur, il y avait quelque chose dans mon corps en fait qui était une pathologie. Ils m'ont vu jeûner, ils m'ont vu faire des choix, ils ont vu ma vie littéralement changer. Ils sont pas cons, ils ont compris qu'il se passait quelque chose, mais à la fois il y a eu des mots de poser que plus tard. C'est peut-être quelque chose que je ferais différemment par rapport à ta question de tout à l'heure, parce que peut-être que j'aurais pu poser certains mots plus tôt, parce qu'ils ont compris bien avant ce qui se passait. Donc j'ai voulu les préserver à un endroit où je sais même que ce sont de véritables éponges et ils ont très vite compris, mais je pense que j'aurais pu les prévenir un peu plus tôt. En tout cas, ils ont eu beaucoup de compréhension et je pense qu'ils ont toujours eu foi en moi sur le fait que je ferais les bons choix et que les choix que je ferais et que j'ai fait ne m'auraient jamais mis en difficulté. Je pense qu'ils ont toujours gardé confiance en moi là-dessus. J'en suis convaincue et ils ont été ravis naturellement d'apprendre que ce cancer était plutôt derrière moi et que les examens étaient bons après ces différentes étapes. Est-ce que tu as parlé avec la gynécologue du tout début ? Est-ce qu'elle a suivi l'épilogue de l'histoire ? Alors elle a suivi parce qu'elle était en compte rendu de beaucoup d'examens. Je l'ai vue régulièrement, mais je ne l'ai pas vue et je la vois le mois prochain. Depuis en fait cette rémission, le terme rémission, je le pose, mais j'ai horreur de ce mot. Je comprends. Il est dur, hein. Je l'aime pas du tout. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on dit guérison ? Peu importe. En tout cas, je ne l'ai pas vue cette gynécologue depuis. Et je la vois le mois prochain. Elle doit être informée parce qu'elle a dû être en copie de ce compte rendu. Mais j'aurais de la joie, forcément, en partageant avec elle cette bonne nouvelle, mais même si chez elle, malheureusement, c'est son quotidien de poser ces diagnostics-là auprès de ses patients. Mais oui, j'aurais de la joie de partager avec elle cette bonne nouvelle, naturellement. Qu'est-ce que tu ferais évoluer dans le système de soins actuel si tu avais une baguette magique ? J'aimerais que les médecins, aujourd'hui, remettent en cause la formation initiale qu'ils ont eue, qui est une formation qui est un boulevard, en fait, qui, en fait, ne leur permet pas de réinterroger les choses qui évoluent. Les recherches, en fait, sans cesse, qui sont faites sur toutes ces opportunités de faire évoluer le système de soins. Alors, ils ont très peu de ressources, très peu de moyens pour le faire, mais je regrette un manque de curiosité à des endroits où, en fait, aujourd'hui, les recherches sont portées par, des grosses machines qui ont des moyens de financer des recherches et qui vont pas financer des recherches sur des gens qui arrêtent de manger ou qui prennent pas des médicaments tout de suite. Donc, il n'y a pas de recherche faite sur des cas de personnes qui mangent moins ou qui prennent moins de médoc. Or, il y a peut-être certainement des choses à creuser. Et que voudrais-tu dire à des femmes qui apprennent cela aujourd'hui, qu'elles ont ce diagnostic aujourd'hui ? J'ai envie de leur dire, gardez cette confiance devant la peur. Le corps est plein de ressources. Le corps et l'esprit sont pleins de ressources. Ayez confiance dans toutes ces capacités dont on ne parle pas, qu'on ne met pas en avant a priori, à première vue. Gardez confiance en ça devant le reste. Alors on va passer à 3 questions plus courtes, même si tu peux y répondre aussi longuement que tu le souhaites, de cet épisode, qui sont les mêmes à chaque fois, jusqu'à ce que je change. Pour l'instant, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer chaque jour ?
C'est difficile comme question. Qu'est-ce qui m'aide à m'aimer J'adore les questions difficiles. chaque jour? Et il faut faire court en plus. Tu fais aussi long que tu veux. C'est pour dire plutôt qu'on est dans la conclusion. Mais tu peux nous faire une dissertation, j'écouterai grand plaisir. Alors, ce qui me vient spontanément, c'est que ce cancer m'a appris à m'aimer. Donc, dans le sens où sans doute peut-être je passais avant ce cancer, mais j'ai encore du travail. Et ce qui m'aide, c'est une forme de spiritualité, d'une conscience de quelque chose de plus grand que moi. Comment vois-tu et comment souhaites-tu voir l'humanité ces prochaines décennies et siècles? Un pont avec ce que je viens de dire sur la question précédente, avec une ouverture spirituelle. C'est-à-dire que je pense que nous ne sommes pas sur cette terre pour rien, que nous avons des choses à expérimenter, à tester, des épreuves à vivre, et que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc j'ai envie que l'humanité, et moi à mon endroit, parce que je parle de moi avant le reste, que je grandisse encore dans cette conscience de comment se bonifier, comment s'améliorer, comment remettre en question ses certitudes et grandir. Et donc oui, c'est une forme d'ouverture, une ouverture spirituelle, quoi. Quelle question te hante à travers le temps? Une question qui revient depuis peut-être ton enfance régulièrement, qui peut prendre plein de formes différentes. Quelque chose, un sujet où tu sens que ça frotte un peu, mais c'est comme une question qui est une question de ta vie, quoi. Y a un sujet qui me vient spontanément quand je t'entends, c'est la place de l'inconscient. Je suis convaincue qu'il y a ce qui se voit, ce qui est perceptible, ce que l'on peut mentaliser ou ressentir dans la tête, dans le cœur, dans le corps. Et il y a quelque chose de plus nébuleux qui est l'inconscient, le subconscient. Après, voilà, par définition, c'est très nébuleux, auquel on peut avoir accès par certaines pratiques, l'hypnose par exemple. Et j'ai très 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 envie de creuser ce sujet. Et donc spontanément, quand tu me parles de quelque chose qui serait encore un point d'interrogation, dire qu'on a tellement de choses, je pense, à apprendre sur ce qui est inconscient, sur ce qui est énergétique, sur ce qui est vibratoire. Je pense qu'on a des pas à faire, on a beaucoup de choses à apprendre et on est ignorant sur le sujet. Et j'ai très envie de creuser ce sujet. Est-ce que y a quelque chose que tu n'as pas dit pendant cet épisode ou qui est sur ce lien ou sur autre chose? Quelque chose que tu as envie de dire? Une parole libre en cette fin d'épisode? J'ai envie de dire que le sujet qu'on a abordé n'est pas forcément très drôle. Le cancer, c'est pas marrant. À la fois, on peut choisir au fond de soi ce que l'on veut en faire. J'en ai pas fait une histoire rigolote, mais j'ai choisi qu'elle soit la moins triste possible et j'ai choisi de rester connectée le plus possible à la joie. Donc ça s'est peut-être pas vu comme ça, mais ça peut être marrant et ça peut être rigolo aussi, cette expérience d'un cancer. Ça peut être aussi des rencontres, de la joie et beaucoup en fait de gratitude et de joie, c'est le terme en fait. Prenons les épreuves de la vie au sérieux, parce que ce sont des épreuves, sans se prendre au sérieux. Gardons cette joie et gardons cette âme d'enfant. J'aurais envie de terminer là-dessus, quoi. Rigolons, rions, et restons dans la joie. Merci beaucoup, Mélanie. Vraiment, j'ai passé un moment à toi, merveilleux. Merci pour partager. Merci pour tes partages. Je suis super touchée et inspirée. J'espère que tous ces mots permettront au cœur des auditeurs de ressentir la beauté de ton chemin. Plein d'apprentissage et de courage. Merci pour tout. Merci Sarah, j'ai pas la prétention de vouloir changer les choses chez les personnes qui nous écoutent, mais en tout cas si ça peut éclairer, laisser en fait une question se poser, ouvrir quelque chose, tant mieux si j'ai contribué à ça et surtout merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir écouté. Avec grande joie. Merci beaucoup. Et comme on le dit, chaque chemin est unique, que chacun puisse être libre et créatif sur son chemin. À bientôt. À bientôt Sarah. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.